Écoutez, c'est parti. Je me présente. Je suis Nathalie Belbossan. Je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Terre Agir et donc la responsable du label Clé Verte également au sein de cette direction. Bienvenue pour cette présentation du label qui a vocation à vous faire comprendre comment se déroule une candidature au label Clé Verte et voilà pourquoi s'engager, qui nous sommes derrière. Je commence par vous montrer voilà, les différentes sessions qui sont prévues pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, on a ce webinaire de présentation en fait du programme Clé Verte. En décembre et janvier, on va vous proposer un certain nombre de sessions de questions-réponses où vous pourrez vous inscrire et vous serez avec un ou une chargée de mission Clé Verte voilà, qui pourra vous aider sur les questions que vous posez sur le référentiel de critères Clé Verte ou d'autres questions sur la labellisation. Ce qu'on va vraiment vous inviter à faire, si effectivement vous souhaitez vous inscrire dans une démarche de candidature et après vous rendre à ces sessions de questions-réponses, c'est de bien vous préparer, justement, pour que ces sessions puissent être utiles, que vous puissiez poser des questions qui sont pertinentes par rapport à votre établissement. Et pour cela, on a déjà en ligne sur le site du label Clé Verte ce qu'on appelle des webinaires thématiques. Donc ces webinaires, ils vont porter sur des thématiques de critères du label. Et vous pouvez les regarder quand ça vous arrange, progresser au fur et à mesure, et ainsi de suite, découvrir tous les critères un à un et bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est vraiment un outil précieux pour préparer votre dossier de candidature et pour vous préparer aux sessions de questions-réponses avant de vous inscrire. Comme ça, vous en bénéficierez du mieux possible parce que vous poserez des questions vraiment pertinentes par rapport à votre situation. Alors, le but du jour avec ce webinaire, c'est que vous puissiez connaître le label Clé Verte, Green Key, voilà, son positionnement, son déploiement actuel, que vous compreniez bien les grandes étapes du processus de labellisation et le soutien que va pouvoir vous apporter notre équipe, et que vous identifiez également les bénéfices d'une mise en démarche de développement durable pour votre établissement, pour votre équipe, pour vos territoires, et puis qu'on puisse répondre déjà à quelques questions. Alors, vous êtes très nombreux, donc on va essayer de s'en tenir aux questions, pas sur les critères, mais bien aux questions sur le process de labellisation. Mais voilà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par la présentation du label de qui est Clé Verte, en fait, et qui se cache derrière Clé Verte. Alors, qui sommes-nous? En fait, Clé Verte, c'est un programme qui est déployé en France par l'association Terre Agir. Terre Agir, c'est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général, qui a été créée dans les années 80. Nous, notre mission, ce qui nous porte au quotidien, c'est l'éducation à l'environnement et la mise en action des acteurs de la société. Donc, on a choisi de le faire dans notre pôle tourisme qui déploie et le label Clé Verte et le label Pavillon Bleu à travers des logiques de label, parce qu'on trouve que c'est un bon système, parce qu'il y a une méthodologie qui permet d'accompagner les porteurs de projets, et puis après, il y a une reconnaissance, il y a une labellisation qui est bien méritée par ceux qui ont mis en place tous les critères qu'on propose. On n'est pas seul, en fait. Nous, on fait partie d'un réseau international. C'est le réseau des fondations pour l'éducation à l'environnement. Donc, ce réseau, il est présent dans près d'une centaine de pays. Et ce qui est très intéressant dans ce réseau, en fait, c'est que c'est un réseau d'associations, d'ONG, de fondations. On porte tous la même mission, celle que je vous ai décrite pour Terre Agir. Et donc, nous, on veut faire avancer la société en faveur du développement durable. Et donc, dans ce cadre, en fait, on peut créer des programmes et les partager avec nos collègues des autres pays. C'est comme ça que ça devient des programmes internationaux. Donc, par exemple, c'est la France qui a créé le pavillon bleu pour les plages et ports de plaisance dans les années 80 et aujourd'hui, c'est présent dans 50 pays. Et puis, ce sont nos collègues danois qui ont créé Green Key en 1994. Et la France a été le premier pays à reprendre le label à partir de 1998 dans un autre pays. Donc, notre coordination internationale, elle est basée à Copenhague, au Danemark. C'est elle qui travaille en partenariat avec des institutions prestigieuses telles que l'Organisation mondiale du tourisme et qui coordonne les plus de 90 pays dans lesquels le label est présent aujourd'hui sur 8000 établissements. Alors, dans notre façon de nous développer, nous, on a voulu avoir une approche qui est résolument collaborative. Donc, on travaille avec un certain nombre d'acteurs institutionnels ou des fédérations professionnelles dont vous voyez les logos apparaître sur les slides. Ces structures constituent le jury d'attribution du label. Donc, on vous expliquera tout à l'heure comment fonctionne ce jury. Ce sont aussi des structures qui sont importantes pour nous parce qu'elles peuvent participer à des groupes de travail qui permettent, par exemple, de réfléchir à quels vont être les futurs critères du label et donner leur regard, soit parce que c'est des acteurs institutionnels, forcément qui connaissent très bien la législation, soit parce que ce sont des représentants dans des fédérations professionnelles qui connaissent très bien la réalité opérationnelle des établissements, soit parce que c'est acteurs du tourisme durable avec son prisme vraiment environnemental et social. Et donc, leur consultation nous permet en permanence de nous améliorer et de veiller à ce qu'on reste en phase avec la réalité. Alors, on travaille aussi de manière collaborative
avec des acteurs institutionnels du tourisme dans les territoires. Donc là, ce sont tous les logos que vous voyez apparaître sur la gauche. Donc pour toutes ces destinations, je vous laisse le temps de les découvrir. Si le logo apparaît, ça signifie que cette destination et le label Clé Verte ont mis en place un partenariat territorial. Via ce partenariat territorial, on va avoir un temps de sensibilisation dans les territoires sur ce qu'est le label Clé Verte. On va avoir un atelier de préparation de candidature en présentiel dans les territoires où les établissements intéressés pour déposer un dossier peuvent venir et dérouler avec un chargé de mission Clé Verte, voilà, la préparation de leur dossier de candidature. Alors à plusieurs, hein, c'est pas individuel, mais ça permet à ce que le chargé de mission Clé Verte présent puisse répondre aux différentes questions qui se posent voilà, sur les critères. Ça aide vraiment à préparer son dossier. Cette logique collaborative, on l'a également mise en place avec un certain nombre de chaînes et de groupes. Donc, c'est les logos que vous voyez apparaître sur le fond plus jaune pâle. L'idée dans ce fonctionnement collaboratif, c'est qu'en fait, on travaille avec les sièges, les directions de développement durable, en gros, de ces entreprises, pour qu'en fait, au niveau du siège, déjà, ils mettent en place un certain nombre d'éléments qui va faciliter la vie des établissements qui voudront être candidats au label Clé Vert. Donc, tous les établissements devront bien être individuellement candidats, comme ceux qui ne sont pas chaînés. Ça ne change pas la règle, ni les process d'audit et de présentation au jury. En revanche, effectivement, si leur siège a déjà au niveau des achats référencé les bons produits d'entretien, c'est plus simple pour eux parce qu'ils savent qu'automatiquement, ils vont avoir accès à des produits d'entretien, par exemple, écolabellisés. Donc, c'est ce travail collaboratif avec les sièges qui nous permet finalement de faciliter l'engagement des établissements qui font partie de ces réseaux. Maintenant, en dehors de ces réseaux, toute l'équipe du label Clé Verte a vraiment à cœur de travailler avec les établissements indépendants. Donc, le but, c'est pas qu'ils soient moins bien servis du tout. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Alors là, vous voyez en fait les labellisés Clé Verte de 2025. Donc en fait, on a plus de 2000 établissements qui sont labellisés aujourd'hui en France et ils représentent 60 millions de nuitées touristiques à moindre impact. Ce chiffre pour nous, il est important parce qu'il vous montre en fait que parfois on a l'impression qu'on fait une petite action, mais multipliée par 60 millions de nuitées, et l'action devient énorme. Donc vous participez tous à ce processus, même avec des actions qui parfois à l'échelle de votre établissement peuvent vous paraître finalement pas si énormes que ça. En termes de répartition géographique, c'est la carte de France du tourisme, hein, il n'y a pas trop de surprises. Donc, si vous aviez les petits points qui précisent où sont les établissements, vous verriez tout le littoral, les métropoles, les montagnes. Voilà, on est quand même assez bien représenté et on a quand même 30 établissements en Outre-mer. Voilà, donc on n'oublie pas nos Outre-mer et si vous faites partie de ces territoires, n'hésitez pas à candidater, on sera également ravis de vous accompagner. Et comment on vous accompagne? Grâce à une belle équipe. Donc là, vous voyez l'équipe Clé Verte qui se présente. Donc au sein de l'équipe Clé Verte, on a différents profils, animateurs, chargés de mission, chefs de groupe, responsables. Beaucoup de personnes sont en charge de territoire et ou de chaîne. Donc, ce sont des points de contact privilégiés voilà, pour vous accompagner. Et via le site lacléverte.org, vous pouvez sur la page contact retrouver tous ces contacts et donc envoyer un message à la bonne personne. Et si vous avez un doute, vous envoyez un message générique et nous, on repartagera en interne à la bonne personne qui sera votre contact. Donc voilà pour cette première partie qui présente qui nous sommes. Et je vous propose maintenant de passer à la seconde étape qui concerne le processus de candidature au label. Donc, la première chose qu'il faut comprendre dans ce processus de candidature, c'est que notre démarche de labellisation s'appuie donc sur le référentiel Green Key à l'international. Donc, Green Key va définir un set de critères qui va être le set, on va dire, minimum obligatoire pour obtenir le label Clé Verte. Nous, en France, on a pu faire évoluer un peu ce set de deux façons. Soit on a prouvé à Green Key que certains critères étaient déjà dans la loi française, par exemple un critère sur le fait qu'on n'a pas le droit d'autoriser le travail des enfants. Voilà, on a des règles sociales en France qui font que ces points sont déjà gérés au niveau de ce qu'attend Green Key. Donc ça, on a pu les enlever pour pas vous faire un double travail en fait avec la loi française, mais on a le droit aussi de renforcer le set de critères avec l'approbation de Green Key. Donc, je reprends mon exemple sur les produits d'entretien. Nous, on va plus loin que ce que demande Green Key parce qu'en fait, au niveau du marché français aujourd'hui, il y a une offre abondante de produits d'entretien écolabellisés, éco-certifiés. Ce sont des produits qui sont efficaces et qui désormais sont compétitifs. Donc, on part du principe que ce n'est pas un sujet pour les établissements de changer de pratique, de changer d'usage et donc de changer de produit pour n'avoir que des produits d'entretien qui soient écolabellisés ou éco-certifiés dans la mesure où des gammes sont disponibles et compétitives. Donc voilà comment on peut moduler en fait les critères vis-à-vis de Green Key.
Les critères, ils sont aussi adaptés aux différentes typologies d'établissements. Donc, vous avez un référentiel hôtel, auberge de jeunesse, un référentiel camping, un référentiel pour les résidences de tourisme, villages et centres de vacances, un référentiel pour les gîtes et chambres d'hôtes et un référentiel pour les restaurants. Donc, de très nombreux critères vont être similaires dans ces référentiels, mais il va y avoir quand même un certain nombre de critères qui vont être adaptés à la spécificité du profil de l'établissement. L'autre chose à retenir, donc sur ce référentiel de critères qui, selon les catégories d'établissements, va comporter 100 à 120 critères, c'est qu'on a des critères impératifs et des critères conseillés. Les critères impératifs sont impératifs pour obtenir le label. Voilà, c'est très simple, ça fonctionne comme ça, il faut les avoir mis en place. On n'a pas de système obligatoire compensable, comme il peut y avoir dans le classement Atout France. Quand c'est impératif, c'est impératif. La seule chose qui pourrait justifier que sur un critère impératif, vous ayez une dérogation, c'est qu'il y ait une véritable impossibilité technique de mettre en place le critère, que ce soit validé, prouvé, et le cas échéant, effectivement, si on a un avis des architectes des bâtiments de France qui dit qu'on ne peut pas mettre de fenêtre en double vitrage dans un monument historique, bon, bah, on se plie à cet avis. Voilà, donc c'est le genre de situation où vous pouvez déroger. L'autre chose qu'il faut que vous sachiez concernant les critères, c'est que le référentiel évolue tous les 5 ans. Donc là, on est sur le référentiel 2022-2026, donc c'est encore celui qui s'appliquera l'année prochaine. À partir de 2027, il y aura un référentiel qui va évoluer et où sur certains critères, on va aller plus loin. Et puis, il y aura aussi quelques nouveaux critères qui vont apparaître. Alors, sur quoi portent ces critères? La première thématique qu'on a, c'est la politique environnementale. Donc là, on va voir quelle est la politique globale de votre établissement, votre stratégie un peu par rapport aux enjeux du développement durable et surtout aussi comment vous formez votre personnel. C'est un enjeu qui est absolument essentiel. La démarche de labellisation dans un établissement, elle ne peut pas être portée par une personne. Il faut bien que chacun comprenne à son poste quelle est l'action qu'il doit mettre en place pour satisfaire aux enjeux du développement durable et à la préservation de l'environnement. La deuxième thématique de critères, c'est la sensibilisation de la clientèle. Voilà, elle est forcément partie prenante quand elle séjourne dans votre établissement. S'il y a des poubelles de tri, mais qu'il n'y a pas d'indication sur la façon de trier, voilà, on aura un tri qui ne sera pas satisfaisant. Donc, on a un certain nombre de critères voilà, qui vont porter sur la façon dont vous allez sensibiliser votre clientèle, aussi au fait que si elle va dans des espaces naturels sensibles, quels sont les bons comportements qu'on doit avoir, voilà, par exemple, dans ces espaces naturels. On a ensuite 3 chapitres qui sont assez techniques. Donc, un sur la gestion de l'énergie. Là, on trouve une trentaine de critères pour réduire sa consommation d'énergie et commencer à s'investir dans les énergies renouvelables. Dans la gestion de l'eau, on a des critères qui vont porter sur 2 enjeux, réduire sa consommation de la ressource en eau et également éviter la pollution de la ressource en eau. Dans la partie gestion des déchets, les critères vont veiller à s'assurer qu'on minimise le volume de déchets produits dans l'établissement. Et ensuite, pour les déchets qui sont produits par l'établissement ou par sa clientèle, que ceux-ci soient correctement triés et après que ça parte dans les bonnes filières pour être correctement traités et revalorisés. On a ensuite un pôle de critères sur les achats responsables. Là, on a une grosse partie des critères qui vont porter sur 2 thèmes principalement. Donc, tout ce qui est produit d'entretien et tout ce qui concerne l'alimentaire. Donc là, vous aurez un pôle important vraiment sur la restauration durable. Et puis, dans le cas du référentiel dédié au restaurant, on va un peu plus loin forcément sur l'offre alimentaire qui est proposée au menu. Et enfin, on a des critères sur le cadre de vie et sur la préservation de la biodiversité. Voilà pour nos thématiques. Alors, un établissement qui souhaite être candidat au label Clé verte, il va avoir accès à la plateforme professionnelle Clé verte. Donc, c'est une plateforme qui est en ligne où tout établissement peut créer un compte. C'est gratuit, l'étape de création de compte. Donc, vous créez un compte pour votre établissement. En haut à droite, il y a un petit menu qui vous permet d'accéder à plein de pages, dont le questionnaire environnemental qui est vraiment notre référentiel de critères. Quand vous êtes sur ce questionnaire environnemental, pour chaque critère, vous avez l'énoncé du critère, une petite indication du fait qu'il est impératif ou conseillé, la possibilité de répondre oui ou non, et parfois non applicable, la possibilité d'accéder à la notice complète du critère. Donc ça vous permet vraiment de bien comprendre quels sont nos attendus. On vous invite à lire les notices. Très souvent, les questions que vous nous posez, non pas qu'on n'ait pas plaisir à vous répondre, mais très souvent, la réponse est dans la notice. Donc voilà, vous pouvez aussi gagner un peu de temps en lisant bien ces notices. Mais si vous avez un doute sur la compréhension, évidemment, contactez-nous. Et puis après, selon les critères, vous allez potentiellement accéder à d'autres éléments. Par exemple, on a un critère qui porte sur le plan d'action. Vous pourrez cliquer sur un petit bouton qui vous emmènera sur un module plan d'action pour définir votre plan d'action.
On a des critères qui portent sur les consommations en eau, en énergie ou les volumes de déchets produits dans l'établissement. Vous pourrez cliquer sur Mes indicateurs et accéder à une page où vous pourrez saisir vos indicateurs. Vous pourrez saisir votre nombre de nuitées. Vous pourrez regarder ces indicateurs ramenés au nombre de nuitées et ensuite vous pourrez les comparer d'une année sur l'autre, une fois que vous aurez plusieurs années de données, pour voir si les actions que vous mettez en place permettent effectivement de bien faire baisser vos consommations. Enfin, on a un outil, on a une rubrique qui s'appelle Outils et bonnes pratiques. Dans cette rubrique, vous allez trouver des fiches bonnes pratiques. Donc là, on va vous dire comment tel établissement a réduit sa consommation en eau de telle manière. Comment tel établissement a fait revenir plus de biodiversité dans son jardin en créant une mare et en plantant des plantes mellifères. Voilà, on va avoir des études de cas qui peuvent vous intéresser. On précise toujours quel est le profil de l'établissement, c'est lui qui témoigne. S'il est en capacité de donner des indications sur ce que ça lui a coûté, ça vous permet aussi de mieux savoir ce que ça voudrait dire, s'il y a des investissements à fournir ou pas, éventuellement des aides disponibles. On a aussi un deuxième outil qui s'appelle le catalogue de solutions. Donc, le but de ce catalogue, en fait, c'est alors absolument pas d'imposer le moindre prestataire ou fournisseur, je vous rassure, c'est juste de vous faciliter la vie en ayant déjà fait des pré-recherches. Typiquement, je continue sur mon exemple sur les produits d'entretien pour avoir un peu un fil conducteur. Bon, voilà, il y a un certain nombre d'offres où nous, on sait déjà que tous ces fournisseurs ont une gamme de produits éco-labellisés, éco-certifiés. Donc, avoir fait cette recherche à votre place, ça vous évite de perdre du temps. Et puis après, vous pouvez vous comparer les gammes et puis voir laquelle vous préférez. Mais par ce catalogue, en fait, on a voulu et vous faciliter la vie, parce que souvent, vous faisiez tous les mêmes recherches et nous faciliter la vie aussi parce que souvent, on répondait la même chose aux mêmes questions. Donc voilà, on a essayé de se dire ça peut faire gagner un peu de temps à tout le monde. La dernière chose qu'on propose, ce sont des modèles de communication. Donc ces modèles, en fait, par exemple, c'est un petit éco-geste qui est proposé. Ils ont pour objectif de vous inspirer si vous voulez créer vos propres éco-gestes ou si vous êtes dans une chaîne qui n'a pas encore des éco-gestes, parce que c'est une petite chaîne et voilà, vous voulez aider aussi à créer des éco-gestes un peu standardisés en matière de com pour la chaîne, ou ils peuvent être repris tels quels. Voilà, s'ils vous plaisent, voilà, vous pouvez les utiliser. Le but, c'est effectivement de vous faciliter la vie. Alors, je quitte la plateforme maintenant et je vous parle du processus d'accompagnement, qui est vraiment très important. Comment les candidats sont accompagnés. Il y a plein d'étapes. Alors, d'abord, il y a en amont de l'audit, il y a un webinaire de présentation comme aujourd'hui, et il y a tous les webinaires thématiques sur les critères, voilà, qu'on vous invite vraiment à aller voir. Ils ont été faits l'année dernière. C'est pour ça qu'on ne refait pas une session en ligne, parce qu'on les a enregistrés l'année dernière et que les critères n'ont quasiment pas bougé. Ensuite, il va y avoir ces temps de questions-réponses. Donc, vous allez recevoir une invitation. Toutes les personnes connectées à ce webinaire vont recevoir une invitation pour s'inscrire à ces temps de questions-réponses collectifs, donc qui auront lieu en décembre et en janvier. On mettra une jauge maximum pour chacun. Pour qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'on puisse vraiment vous répondre. Donc, si celui que vous visez est complet, il y en aura d'autres. Voilà, pensez à vous inscrire sur un autre. Vous avez ensuite donc la possibilité de contacter votre référent régional dont les coordonnées sont sur le site du label Clé Verte. Dans les territoires partenaires, on vous invite à vous manifester auprès des organismes de gestion de destination. Et puis nous, si vous avez créé un compte sur la plateforme, on aura vos coordonnées pour que vous puissiez être informés des temps de sensibilisation et des ateliers. Pour ceux qui font partie de chaînes engagées, idem, si vous avez créé un compte sur la plateforme, c'est très simple pour nous de vous solliciter et la chaîne vous sollicitera également s'il y a des temps effectivement aussi de sensibilisation. On a également un réseau de consultants qualifiés Clé Verte. Donc, ces consultants, ce sont des consultants en tourisme, en développement durable, qui sont venus suivre une session de qualification au sein de nos bureaux pour qu'on soit sûr que quand ils accompagnent les établissements, ils connaissent bien nos critères. Vous pouvez passer par eux ou pas, il n'y a pas d'obligation. Bien sûr, ce sont des consultants, donc si vous passez par eux, ils auront une offre de consulting qui sera payante. Mais on sait que certains souhaitent passer par des consultants de ce type qui vont effectivement plus loin que monter juste le dossier Clé Verte. En général, ils vous aident sur la mise en place d'un certain nombre d'actions de façon très concrète. Voilà, donc si c'est un souhait que vous avez, ça existe. Ils sont identifiés dans la rubrique outils et bonnes pratiques de notre plateforme. Donc, une fois que vous êtes connecté à la plateforme parce que vous avez créé un compte, vous pouvez les retrouver. Ils sont classés par région et si vous avez un doute, idem, vous nous contactez. On propose cette année à nouveau, comme l'année dernière, pour les établissements qui seront en capacité de valider leur dossier de candidature avant fin janvier, on va proposer à ceux qui le souhaitent en fait d'avoir une pré-revue en fait de 20 critères qui sont les 20 critères qui en général vous posent le plus de soucis, une revue de ces critères avant l'audit. Donc ce petit test qu'on propose pour la deuxième année, il est réservé aux établissements candidats,
qui envoient leur dossier avant le 31 janvier et pour lesquels c'est un vrai dossier qui est envoyé. C'est pas j'ai mis plein de réponses en blanc, j'ai mis plein de pièces jointes vides pour faire comme si j'étais prêt alors que je ne suis pas prêt en fait, puisque le but c'est bien de revoir ce que vous souhaitez faire. En revanche, si vous êtes prêt pour ça, c'est vraiment intéressant. Alors ensuite, l'accompagnement des candidats, il continue pendant l'audit. Effectivement, dans l'audit, il y a un contrôle très objectif, hein. Est-ce que le critère est mis en place, oui ou non? Et il y a aussi du conseil sur les critères impératifs qui ne sont pas en place pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire. Il faut savoir que nos audits, ils sont réalisés à plus de 95% en externe, donc principalement par des conseillers des chambres de commerce et d'industrie qui ont été formés pour les audits clés vertes, mais également par notre réseau de consultants qualifiés. Et il y a un petit nombre d'audits qui sont réalisés par nos équipes dans un contexte de formation d'autres personnes et d'auditeurs notamment. Mais normalement, quand vous êtes candidat, vous n'êtes pas trop concerné par ça. On privilégie plutôt les établissements lauréats pour ces audits de formation. Ensuite, après l'audit, vous recevez un rapport d'audit qui est détaillé. Ce n'est pas l'auditeur qui vous l'envoie. L'auditeur, il nous l'envoie à nous, aux équipes du label Clé Verte. On vérifie que ce rapport d'audit est correct. On apporte des précisions. Je vous le dis tout de suite, on peut dévalider des choses validées par l'auditeur. Sinon, on estime que la réponse n'est pas complète, on va dévalider le critère. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous montrez quelque chose à l'auditeur, mais la pièce n'est pas en ligne sur le dossier. Vous dites juste à l'auditeur, oui, oui, je vais la mettre en ligne dans la semaine. Nous, on reçoit le rapport d'audit, la pièce n'est pas là. Donc, on n'a pas la pièce justificative. Donc, l'auditeur, il l'a vu. Et s'il a coché oui, mais que la pièce n'est pas là, malheureusement, ce sera non tant que la pièce arrive. Donc, ce n'est pas grave, ce sont des critères qui sont non validés pour raison administrative. Vous nous mettez la pièce après, il ne faut pas paniquer voilà, s'il y a un écart. Et sachez que nous, on est tout à fait habitués à avoir des dossiers qui sortent d'audit avec 20 critères impératifs non satisfaits. Et après, les établissements travaillent sérieusement et arrivent quand même à obtenir le label. Voilà, donc il faut pas paniquer, mais il faut se mettre dans un vrai processus de travail, bien échelonné dans le temps, en prenant en compte le fait que pendant la haute saison, vous avez moins de temps pour travailler, voilà, pour être prêt le jour du jury. Donc, vous serez accompagné, après ce rapport d'audit, par une personne de l'équipe Clé Verte. Donc, la personne qui vous envoie le rapport d'audit, ça devient votre point de contact chez Clé Verte. C'est la personne à qui vous répondez, à qui vous posez vos questions sur vos critères et avec laquelle vous avancez de façon échelonnée. Et ensuite, on a le jury du label Clé Verte qui se tient. Et si par hasard un établissement n'est pas labellisé, il y a possibilité de déposer un recours qui est étudié, parce que par exemple, nous aujourd'hui, on avait le jury de recours ce matin, et d'apporter donc des pièces complémentaires pour préciser pourquoi tel critère que le jury n'a pas validé. Vous avez des pièces complémentaires à apporter qui permettraient désormais de le valider. Donc voilà pour l'accompagnement. Je vais vous montrer une infographie qui présente notre calendrier. Donc dans ce calendrier, on démarre sur la gauche aujourd'hui, le webinaire de présentation des critères. Ensuite, vous regardez les webinaires en replay, vous inscrivez autant de questions-réponses et vous déposez votre candidature de possibilités. Si vous la déposez avant le 31 janvier et que vous souhaitez faire partie du parcours où il y a une revue de vos critères et qu'il y a un parcours anticipé, voilà, vous aurez quelqu'un au sein de notre équipe qui vous contactera. Vous aurez un audit qui aura lieu certainement plus tôt. Et si votre établissement est parfaitement prêt au 31 mai, ça veut dire tous les critères impératifs en place, vous pourrez être présenté à un jury qu'on appelle anticipé, qui aura lieu le 19 juin pour être labellisé dès le 1er juillet. Ça, c'est vraiment un parcours anticipé qui va ne concerner que 150 établissements maximum. Pour les autres établissements, vous déposez votre candidature plus tard, mais dans tous les cas avant le 15 avril, qui est la date butoir, et on ne peut pas dépasser cette date, non pas qu'on n'a pas envie d'être sympa avec vous, mais parce qu'en fait, nous, on a une grosse campagne d'audit à organiser. L'année dernière, on a réalisé 2000 audits. Donc, à un moment, on doit tout bloquer pour être en capacité de réaliser cette campagne d'audit de façon satisfaisante. Donc, avant le 15 avril, vous déposez votre dossier et j'ai envie de vous dire, visez le 31 mars, parce que le 15 avril, si on reçoit 800 coups de fil, on ne peut pas les traiter, en fait, sérieusement. Donc, mettez-vous quand même un objectif un peu plus tôt que cette date butoir. Ensuite, il y aura l'audit sur site. Donc, vous serez contacté par l'auditeur auquel on aura affecté votre dossier. Ce n'est pas à vous de contacter, c'est bien la personne qui vous contacte et qui va vous donner une date d'audit. Elle ne va pas vous appeler chacun pour vous dire bonjour, je souhaite prendre rendez-vous. Elle va vous communiquer une date et c'est que s'il y a une impossibilité vraiment réelle que là, vous lui direz il y a une impossibilité pour telle raison. Parce qu'à nouveau, avec 2000 audits à organiser, voilà, on ne peut pas passer du temps à ajuster des prises de rendez-vous. C'est vraiment extrêmement lourd. Donc, cette personne vous auditera. Vous serez accompagné par nos équipes jusqu'à fin septembre, qui sera la date de clôture des dossiers. Et le jury aura lieu la première semaine de novembre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ce délai entre les deux.
Il y a un moment, nous, on a besoin que vos dernières pièces arrivent. On a besoin également de nous d'avoir un petit délai pour vous répondre, voilà, d'une semaine. Et après, une fois que c'est clôturé, c'est terminé. Parce que, à nouveau, préparer un jury pour peut-être, on ne sait pas, 700, 800 candidats plus 2500 établissements lauréats à renouveler, ça demande un délai. Et donc, une fois que le jury est passé, on vous communique la réponse. Si vous souhaitez faire recours, on vous communique tous les éléments pour faire recours pour un établissement qui ne serait pas labellisé. Et puis voilà, la fin d'année arrive et ensuite on est labellisé pour l'année suivante, pendant 1 an. Alors, un point important pour votre compréhension, c'est qu'il y a une différence entre mon dossier est prêt pour candidater, pour envoyer le dossier de candidature, et mon dossier est prêt pour le jury. On a conscience que vous avez besoin un petit peu de l'année pour travailler. Donc, en fait, pour déposer le dossier de candidature, vous pouvez le déposer avec, entre guillemets, uniquement 75% des critères impératifs qui sont satisfaits, pas encore 100%. Parce qu'on comprend effectivement que pendant l'année, en plus, il peut y avoir des choses non comprises. Voilà, vous n'ayez pas encore tout à la date butoir du 15 avril. Pour autant, pour le jury, donc pour fin septembre, il faudra que 100% des critères impératifs soient en place. On vous demandera des pièces justificatives sur les critères, 75% des critères impératifs. Et on vous demandera aussi, pour déposer le dossier de candidature, d'avoir répondu à chaque question. Même les critères conseillés que vous ne mettez pas en place, il faut avoir répondu non. Voilà, c'est tout. Il faut qu'on ait l'info. Le dossier, il doit être complet de ce point de vue-là. En revanche, au moment où vous déposez le dossier de candidature, il y a des critères qui sont des pièces justificatives, pardon, qui sont indispensables à déposer à ce moment-là et d'autres pour lesquels on vous laisse un petit délai supplémentaire. Donc, voilà, il y a vraiment les deux, mais en revanche, voilà, ce sera bien toutes les pièces justificatives qui doivent être disponibles au moment du jury. Sur la page plan d'action, au moment où vous déposez votre dossier, on a conscience que vous pouvez avoir imaginé un premier plan d'action, mais qui n'est pas encore très élaboré pour le jury. Donc, pour la fin septembre, là, il devrait être finalisé, bien mis en place, votre plan d'action. Les pages indicateurs, donc consommation en eau, en énergie et en déchets, au moment où vous candidatez, on est potentiellement que mi-avril. Donc là, vous rentrez plusieurs données que vous avez sur vos consommations d'eau, énergie et déchets. En revanche, pour passer au jury, il faudra bien que tout soit rempli jusqu'au 30 juin 2026. Et puis, pour candidater, vous devrez avoir rempli le dossier administratif. Quel est votre établissement, voilà, les dates d'ouverture de votre établissement, les gammes, voilà, de quelle chaîne vous faites partie. Ça, c'est important, ne vous trompez pas, parce qu'après, nous, quand on travaille avec les chaînes, ça nous permet de leur faire aussi un suivi, un reporting. Et puis, ça leur permet à elles de vous identifier et peut-être de vous accompagner aussi. Il y a certaines chaînes dont les équipes RSE accompagnent vraiment les établissements. On vous demandera aussi de préparer la fiche présentation, qui est la fiche qui apparaîtra en ligne si votre établissement est labellisé. Alors, j'en viens aux tarifs de candidature au label Clé verte. Dans la tarification, vous avez deux choses. Vous avez ce qu'on appelle les frais de participation et les frais d'audit. On a essayé, autant que faire se peut, d'avoir des tarifs qui sont progressifs selon les typologies et tailles d'établissements, dans le but que l'argent ne soit pas un frein à l'engagement des établissements, même si on sait que c'est un enjeu. Donc voilà, donc en fait, les tarifs sont calculés. Alors, pour les frais de participation annuels, on va dire ce qui revient principalement à notre association pour financer nos équipes qui vous accompagnent, ils sont calculés en fonction soit de la capacité d'accueil, soit du nombre d'emplacements pour les campings entre terrains nus et locatifs, soit du nombre de chambres pour les hôtels. Et donc, il y a un coefficient qui est affecté. Et vous multipliez, on va dire, par exemple, votre capacité d'accueil ou votre nombre de chambres par ce coefficient. Et ensuite, le chiffre que vous obtenez, si vous êtes en dessous du minimum, vous serez facturé le minimum. Si vous êtes au-dessus du maximum, vous serez facturé le maximum. Et si vous êtes entre les deux, vous serez facturé exactement au niveau du chiffre que vous avez obtenu. Ensuite, il y a les frais d'audit. Donc ça, c'est principalement pour les structures qui auditent. Donc la partie de gauche, effectivement, c'est ce qui va revenir essentiellement aux structures qui auditent. Et la partie de droite, ce sont les frais d'organisation de la campagne d'audit pour notre équipe qui organise effectivement plus de 2000 audits et puis la bonne réception des comptes rendus, le suivi que ces comptes rendus sont pertinents. Donc là, effectivement, on a travaillé avec ceux qui réalisent ces audits pour avoir des tarifs qui sont quand même différents pour les plus petits, donc plus bas pour les gîtes, chambres d'hôtes et pour les restaurants qui sont souvent de petits établissements, et plus élevés potentiellement et progressivement pour les autres catégories. Donc voilà la tarification 2026 pour le label Clé verte. Alors, j'en viens maintenant aux raisons pour lesquelles il est bien de s'engager selon nous, mais aussi aux raisons pour lesquelles les établissements nous disent qu'ils s'engagent. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne vient pas que de nous comme analyse. Pour votre information, nous, chaque année, on a plus de 95% des établissements labellisés qui redemandent le label.
pour l'année d'après. Donc, on est quand même en capacité aussi de travailler dans une logique de grosse fidélité avec eux et de bonne écoute, en fait, en tout cas, de leurs attentes. Donc, une des premières raisons de l'engagement, c'est le fait de contribuer à la transition écologique, qui est un sujet absolument prioritaire et qui est celui qui est la mission de notre association aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on le fait en tout cas. Et donc, ce que vous pouvez voir, en fait, là, c'est une analyse qui permet de comprendre comment, en mettant en place les critères du label Clé verte, un établissement contribue à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, l'infographie qui apparaît, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Elle est issue du guide des démarches de développement durable produit par ATD, Acteurs de tourisme durable, et ADN Tourisme, donc qui représentent les offices de tourisme, les agences départementales de tourisme et les comités régionaux de tourisme. Donc, c'est leur analyse du label Clé verte et de sa contribution aux 17 objectifs de développement durable. Vous voyez que c'est déjà une très belle contribution. Donc, le but, c'est, à travers la mise en place de nos critères, de protéger la biodiversité sur votre territoire, le patrimoine naturel et culturel, de préserver la ressource en eau sur votre territoire, et on sait à quel point c'est critique dans de plus en plus de territoires, et de contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'activité touristique et donc le réchauffement climatique. En faisant tout ça, vous participez aussi à préserver votre destination touristique. Un deuxième point qui est vraiment important, forcément, c'est de répondre aux attentes de la clientèle. Donc, de plus en plus, la clientèle, aussi bien loisirs que affaires, est très sensible aux enjeux du développement durable. On vous a mis des chiffres et des témoignages pour appuyer ce propos, bien sûr, des chiffres récents et moins récents, mais qui montrent aussi l'évolution. Donc aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a une très forte proportion des voyageurs disent vouloir voyager de manière plus responsable. C'est quelque chose dont ils ont conscience. On voit aussi que leurs pratiques changent. Et ça, c'est très intéressant de voir dans l'étude Booking de 2025 comparée à celle de 2020, qu'on a déjà 67% des voyageurs qui déclarent penser effectivement à éteindre la climatisation et le chauffage lorsqu'ils quittent leur hébergement. C'était 43% en 2020. La progression, elle est très importante. C'est tout le pouvoir de l'éducation qui est notre mission, c'est de faire comprendre aux gens les enjeux et de voir que ces enjeux progressent. Ils progressent aussi parce que, la compréhension de ces enjeux progresse parce qu'ils sont bien expliqués, mais aussi parce que ça intéresse les gens et qu'ils y voient le sens en fait. Ensuite, on a des témoignages là d'établissements pour Mélissa Cassin, donc du Radisson Blu Marne-la-Vallée dans le 77. Là, c'est plus un témoignage sur ce qui est voyage d'affaires en fait. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, quand elles organisent un déplacement, un séminaire, un congrès, elles ont elles-mêmes des obligations RSE à respecter, et donc ça concerne aussi leurs voyages et leurs événements. Donc présenter une démarche de développement durable aboutie, ça peut participer à faire la différence sur un appel d'offres. Alors, au-delà de la clientèle, mais qui est aussi un enjeu économique, il y a celui de la diminution des charges d'exploitation. En mettant en place les critères notamment qui concernent la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, vous allez réduire les consommations de ces ressources ou la production de déchets, et donc les factures attenantes. Et ça, ce sont des sources d'économie sur des charges d'exploitation qui sont récurrentes. Donc, c'est vraiment un sujet qui est intéressant pour vous sur le long terme. Vous allez aussi anticiper les nouvelles réglementations. On sait que les réglementations environnementales ont tendance à aller de façon croissante. On sait que vous avez des obligations aussi pour ceux qui font une certaine taille liées au décret tertiaire pour réduire vos consommations en énergie. Aujourd'hui, le ministère de l'économie et qui porte aussi la mission tourisme, ça commence à s'intéresser très fortement au sujet de la consommation en eau du secteur du tourisme. Il y a des annonces sur des ambitions de réduction de 10%. Est-ce que ça va devenir une obligation comme pour le décret tertiaire à terme? Voilà, ce sont des sujets qui sont importants. On a vu aussi la réglementation arriver sur la gestion des biodéchets. On sait que c'est un sujet très difficile pour vous. Nous, c'est des critères qu'on avait déjà. Donc voilà, ça permet d'anticiper aussi des réglementations et d'éviter aussi ce moment un peu critique où il y a des effets d'aubaine du côté des prestataires parce que la réglementation arrive et qu'il faut que tout le monde se mette à jour en même temps. Enfin, un pôle qui est vraiment important pour nous, c'est la dimension sociale de votre démarche de développement durable. Le but, c'est aussi à travers cette démarche de labellisation, d'améliorer le cadre de travail. Déjà, en fait, en portant un projet de RSE qui fait sens pour vos collaborateurs, qui est fédérateur, c'est un projet que tout le monde doit mener ensemble, donc on peut vraiment embarquer l'entreprise dans un projet collectif. Et c'est également un projet via lequel
une attention est portée au personnel d'entretien parce qu'ils vont commencer à travailler avec des produits d'entretien qui sont sains pour l'environnement, mais aussi pour leur santé. L'entretien des espaces intérieurs, mais aussi extérieurs. Voilà, donc on pense que ce sont des points qui ne sont pas négligeables non plus dans notre secteur d'activité, voilà, qui connaît des enjeux de recrutement, de fidélisation. On sait que la marque employeur, c'est important aussi pour vous au quotidien. Et le dernier aspect, forcément, de bénéfice d'une démarche de développement durable, quand celle-ci est réelle, sérieuse, c'est la reconnaissance et la communication qui peut être faite. Voilà, quand on présente un label clé verte, on n'a pas besoin de prouver qu'on n'est pas dans le greenwashing puisqu'il y a le label clé verte. Donc, on sait que les choses sont faites. Et par ailleurs, nous, on va pouvoir proposer des perspectives de valorisation avec la présentation des établissements, évidemment, sur le site Clé Verte et Green Key. On travaille aussi avec un grand nombre de plateformes de réservation en ligne, parmi les plus connues, pour qu'un établissement labellisé puisse automatiquement être identifié sur ces plateformes via le filtre établissement durable, qui s'appuie aujourd'hui, notamment si on prend Booking, que sur les certifications sérieuses. On a aussi des réseaux sociaux qui sont actifs, qui sont qualitatifs, des relations presse, un événement avec une cérémonie annuelle. Voilà, donc on essaie de faire pas mal de choses en termes de communication et de plus en plus pour valoriser la marque Clé Verte au global et pour vous permettre à vous d'être équipés pour pouvoir vous aussi valoriser votre engagement. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire, en tout cas, pour vous présenter le label Clé Verte. Maintenant, je vous propose qu'on puisse rentrer dans la phase de questions-réponses. Je vous écoute. Je ne sais pas si Lou, tu as déjà des questions. Oui, Ouais. Nathalie, il y a un établissement qui demandait s'ils sont labellisés pour 2026. Est-ce qu'il y aura un audit en 2026 puis en 2027? Oui, super question. Alors, effectivement, il y aura un audit les 2 années. Aujourd'hui, c'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un système de labellisation à ce jour qui est annuel. Donc, on obtient le label pour 1 année. Et quand on est candidat, on est audité l'année où on est candidat, puis la première année où on est labellisé, audité sur site. Et ensuite, les audits ont lieu tous les 3 ans. Ça, c'est le système actuel de labellisation. Ça se peut qu'il évolue dans le futur avec une labellisation sur 2 ans, mais le cas échéant, on fera les communications au bon moment. Donc, pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que de toute façon, c'est le processus. Que vous soyez dans le parcours anticipé pour être labellisé dès le 1er juillet ou dans le parcours normal parce que vous avez besoin de plus de temps, de toute façon, ce sera audit en 2026 et en 2027. Ça ne changera pas. Merci Nathalie. Il y a aussi une deuxième question, c'était de savoir pour les hôtels-restaurants s'il fallait additionner la grille tarifaire dans la Pas grille du tout. tarifaire. Un hôtel-restaurant, alors, va le plus souvent candidater dans la catégorie hôtel, puisque dans le référentiel hôtel, on va avoir 95% des critères du référentiel restaurant qui sont inclus dans le cas où votre hôtel possède un restaurant. Donc, normalement, c'est là que vous allez candidater. Les très rares cas où un établissement hôtel-restaurant candidate en tant que restaurant, ce sont les cas où en fait ce sont des restaurants, ce sont à 95% du chiffre d'affaires des restaurants et qu'ils ont juste quelques petites chambres en plus qui viennent s'ajouter. Voilà. Mais dans la plupart des cas, en fait, juste vous prenez la grille hôtel, vous candidatez sur cette grille-là et vous payerez le tarif d'un candidat hôtel. Merci Nathalie. J'ai répondu au reste des questions qu'il y avait dans le flux de conversation, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main et j'activerai votre micro. Allez-y, je donne la parole à Dominique. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Je ne sais pas si c'est fait. On vous C'est entend. bon. Vous m'entendez, pardon. Ouais. Oui, juste une question. Je suis dans une ferme à l'écart en campagne et sur de l'eau de puits. Je suis en gîte depuis l'an 2000. Est-ce que ça pose problème pour la gestion de l'eau? Alors, pour la gestion de l'eau, donc vous récupérez l'eau de pluie et ensuite vous la traitez. Comment est-ce que vous Non, procédez? non, c'est l'eau de puits, un puits, forage. Ah, d'un Enfin, puits, pardon, j'ai compris l'eau de voilà, pluie. Je suis désolée, voilà. j'avais mal Non, compris. non, il n'y a pas de problème. Et après, nous la traitons, oui, par plusieurs filtres.
D'accord, ok. Alors, en fait, aujourd'hui, sur ce sujet des forages, il existe normalement des autorisations de forage. Je ne sais pas si vous savez ce document qui vous a été fourni par votre collectivité. Et sinon, je pourrais laisser aussi ma collègue Lou compléter, qui connaît très bien ce sujet. Alors, Pardon, j'étais en votre train de micro, répondre à une question dans le flux de conversation. Excuse-moi. pas de problème. Monsieur Fistier va couper son micro. Il va répondre en réouvrant son micro. Et on parlait des autorisations de forage. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est des autorisations qu'il faut faire. Il faut faire une demande auprès de votre SPANC ou de la police de l'eau qui va venir vous délivrer une autorisation. Alors normalement, peut-être que vous l'avez déjà. Sinon, elle vous délivre une autorisation d'exploitation de votre source. Votre micro est coupé. Alors, Je ne sais pas si vous vouliez répondre ou juste dire merci. Ok, je vois que vous hochez de la tête. C'est bon. alors, je vais donner la parole à Joël. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Joël et Pierre Toulic, les gîtes de la ville marquée en Bretagne. Notre question est par rapport au dossier de candidature. Nous avons plusieurs gîtes sur le même hameau. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il vous... Il y a une unité géographique et juridique. C'est un seul dossier de candidature. Et vous préciserez dans votre capacité d'accueil que vous avez plusieurs bâtiments. D'accord, L'enjeu, c'est vraiment l'unité juridique et géographique de l'exploitation. d'accord. Et après, au niveau des budgets de participation, ça se compte aussi en nombre de couchages ou est-ce que... Oui, tout à fait. Votre capacité Ok. d'accueil, si vous cumulez vos différents gîtes qui sont sur le Mhm. même lieu, et si par exemple vous avez, je ne sais pas, 20 de capacité d'accueil de Ouais. couchage, vous mettez 20 au global. D'accord, ok. Et ça veut dire qu'en termes d'audit, on considère que c'est un audit. Tout à fait, un seul audit. Ok. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Il y a une question de Pauline Vaillard. Vous pouvez activer votre micro. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, moi j'avais une question en fait. Donc, Pauline Bayard, moi je travaille pour une société de gestion. À partir de l'année prochaine, on va avoir plusieurs hôtels qui vont s'engager dans l'audit clé verte. Et c'est nous, au niveau de la société de gestion, qui allons nous occuper du pilotage. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait, si ça va être possible un jour de piloter depuis une seule session, parce que jusqu'à présent, on doit avoir une adresse mail par dossier. Et comme nous, on n'est que deux à gérer, c'est un petit peu compliqué. Ok, alors je pense qu'il y a deux choses importantes à retenir. Donc oui, nous, on peut créer ce qu'on appelle des comptes master, où une personne peut avoir la vue sur plusieurs établissements, sous réserve qu'on ait la preuve effectivement que ces établissements appartiennent à cette structure. Donc ça, c'est complètement possible, hein, et c'est un compte via lequel, quand vous vous connectez, vous arrivez sur une page supplémentaire, qui est une page en amont, et sur laquelle vous pouvez choisir d'aller sur tel ou tel établissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement possible, et il suffit de rentrer en contact avec nous et de nous le demander, voilà, et de nous prouver un peu la situation. En revanche, ce qui est important, parce que vous dites piloter, c'est que si on demande une adresse email aujourd'hui par établissement, c'est parce qu'on veut bien qu'il y ait un référent de la démarche dans chaque établissement. On se rend compte que les démarches pilotées du siège, si le pilotage est trop important au siège, ça peut entraîner un désinvestissement au niveau de l'établissement. Et c'est pour ça que nous, on demande un référent environnemental dans chaque établissement. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important pour nous également. Oui, on fonctionne déjà comme ça en fait sur Super. d'autres audits et on pilote de notre côté sur la plateforme et ça se passe plutôt bien et Ok. voilà, on voudrait rester sur ce fonctionnement. Bah écoutez, écrivez à la boîte info, donc avec un S, @lacléverte.org, clé avec un F, et expliquez votre situation, voilà, pour que nous, on puisse comprendre effectivement le volume d'établissements concernés et si on peut effectivement vous créer un compte master, mais je pense que ça ne devrait pas créer de difficultés. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question de Mada Sami. Alors, attendez, j'ouvre le micro, c'est bon. Vous pouvez activer votre micro. Parfait, merci. Alors, moi, bonjour à tous déjà. Bonjour. Je suis de la Guadeloupe et nous avons créé un domaine sur de l'hébergement, de la restauration et spa bien-être.
Mhm. Alors, j'ai commencé en fait à faire votre dossier depuis l'année dernière. Nous n'avons pas Mhm. encore ouvert, mais nous allons ouvrir normalement au mois de mars. Nous avons Ok. pris du retard. Nous étions Mhm. censés ouvrir au mois d'octobre. Donc, on va ouvrir au mois de mars. Est-ce qu'on est dans les clous pour 2026 ou on passera en 2027? En fait, on va commencer à recevoir de la clientèle à partir du mois de mars. Alors, écoutez, si vous êtes sûr d'ouvrir en mars, ce qui est très difficile, c'est que souvent avec les travaux, c'est repoussé et repoussé, c'est l'exemple que vous donnez. Vous, si ça avait déjà été repoussé, que vous êtes sûr que l'ouverture est en mars, pour nous, ce qui est Oui, important, c'est qu'on puisse auditer un établissement ouvert. Parce que ok. si l'établissement n'est pas ouvert, il manque trop de choses en fait dans l'audit. Donc, si votre établissement ouvre en mars, on pourra tout à fait s'arranger avec la CCI Guadeloupe pour que vous ayez un audit, par exemple, courant avril ou mai, voilà, et que vous puissiez être audité en situation d'ouverture. Et le cas échéant, ça ne pose pas de souci pour déposer un dossier de candidature. Ce que vous pouvez faire, c'est le préparer. Et puis, si vous voyez que vous n'avez pas de retard sur l'ouverture, vous nous l'envoyez fin mars. En revanche, si vous voyez fin mars que vous allez ouvrir que fin juin, là, on n'arrivera pas à faire l'audit à temps. Donc, voilà, vous pouvez continuer à avancer pour préparer. Et puis, si c'est possible, effectivement, qu'on vous audite avant fin juin, les audits peuvent même aller jusqu'à fin juillet, mais c'est vraiment la dernière limite. Et bien, à ce moment-là, vous pourrez candidater dès l'année prochaine. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, avant de donner la parole à la direction de Grenoble qui vient de lever la main, Nathalie, il y a 2 questions dans le chat. Oui. La première de Cécile Evan, qui est responsable RSE du groupe Cisonova et Mhm. qui rencontre une difficulté par rapport aux critères impératifs concernant donc le référent environnemental, qui Oui, doit être un membre du personnel permanent, donc en CDI. Or, oui. pour certains de ces campings, le modèle économique ne permet pas d'avoir de personnel en CDI sur site. L'équipe est constituée uniquement de contrats saisonniers. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder dans ce cas? Hmm. C'est une bonne question parce que je pense que c'est une situation qui est rare. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous nous écriviez pour nous expliquer aussi ces saisonniers, si c'est toujours des personnes qui changent ou si c'est des personnes finalement les mêmes que vous reprenez d'année en année, s'il peut y avoir une forme en fait de continuité dans la formation de la personne et dans son engagement, voilà, qu'on puisse comprendre un petit peu quelles sont ces personnes en fait derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a pu avoir des cas effectivement de résidence de tourisme où finalement le personnel est saisonnier, mais ce sont toujours les mêmes en fait. C'est juste qu'ils font une saison à la montagne, une saison l'été ailleurs, voilà. Et finalement, ça ressemble à des contrats de CDI saisonniers parce que ça existe aussi, hein, ces contrats de CDI saisonniers. Donc, je vous propose à ce moment-là de nous envoyer un email. Pareil, envoyez-le sur la boîte info clé verte, il me sera transmis. Et puis, on va étudier plus précisément la situation de vos établissements et on va revenir vers vous de façon individuelle parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un cas particulier auquel on n'est pas forcément habitué. OK? Merci. Et on a aussi une question d'Amélie qui est propriétaire d'un petit gîte en milieu rural qui sont plusieurs dans ce cas-là dans le village et elle voulait savoir si c'était possible de regrouper les visites d'audit afin d'en diminuer les coûts sans se grouper en collectif. Unité géographique mais pas juridique. OK, je comprends le souci. Euh, Ce qui va pas être évident, c'est qu'en fait, les frais de déplacement, ils sont pas énormes pour nous, pour les auditeurs, parce que c'est des auditeurs CCI qui sont de la CCI de votre département en général. Donc, l'audit, il correspond essentiellement au temps passé sur le site. Euh, donc, sur cette partie-là, nous, on ne pourra rien faire. Il faudra voir si la CCI est d'accord pour, mais je ne sais pas si elle le sera. Nous, on ne pourra pas leur imposer de le faire parce que la règle dans notre convention avec eux, c'est bien l'unité géographique et juridique. Et de façon assez objective, le gain de temps sera limité. Peut-être qu'ils accepteront de faire un petit geste commercial, mais à mon avis, voilà, il faudra voir ça avec eux le moment venu. Merci Nathalie. Il y a une question donc de la direction de Grenoble. Vous pouvez activer Hmm. votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Merci déjà pour cette présentation. Ravie de vous rencontrer. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a peu. Donc, je remplace, enfin, je remplace personne, mais en tout cas, j'ai repris. Il y avait une directrice intérimaire avec laquelle vous avez travaillé. Et j'aurais simplement souhaité, effectivement, puisque je vais reprendre, je pense, le suivi de ce dossier,
avoir un temps, donc j'ai entendu vous écrire, mais en tout cas reprendre un temps peut-être plus personnel pour avoir une formation clé verte, puisque je ne l'ai pas. J'ai pris connaissance comme j'ai pu, puisque l'établissement est labellisé à ce Ok. stade, Mm. et de pouvoir poursuivre en fait le travail. Voilà, donc c'était Ok, bah vraiment alors, simplement. ouais, je peux vous proposer deux choses. C'est effectivement, je pense que sur le suivi du dossier, vous allez trouver qui était le point de contact chez nous. Donc, pour comprendre un peu le dossier, ça, c'est la bonne personne. Après, sur ce qui est vraiment formation du référent environnemental, si vous prenez ce poste, ça, ce sont des formations qui sont dispensées par des organismes de formation ou des consultants qualifiés clé verte. Il y en a un certain nombre hein, qui sont reconnus et qui vous permettent de faire passer ça dans la formation professionnelle. Et ils sont présentés sur le site Clé Verte dans la rubrique à nouveau outils et bonnes pratiques. Et là, vous pourrez trouver, en allant sur le critère formation, alors c'est le 12, 13, 14, 15, 16, ça dépend des grilles. Voilà, vous pourrez trouver le lien vers ces consultants qualifiés et ces offres de formation que nous, on a prévalidées parce qu'elles correspondent à nos attendus, en fait. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Avant de donner la parole à Émilie et Yann, il y a une petite question, Nathalie, sur un établissement qui a un centre de conférence avec 8 salles de réunion, 59 chambres et un restaurant. Dans quelle catégorie rentre-t-il? Hôtel. Les candidates en tant qu'hôtel, les critères restaurants s'appliqueront très largement, vu qu'ils sont essentiellement dans le grille hôtel, et il y a aussi des critères sur les réunions. Aujourd'hui, en France, on ne fait pas de labellisation pure de centre de conférence, on le fera peut-être demain, enfin demain en 2027, mais pour l'instant, voilà, vous candidatez dans la mesure où vous avez des chambres dans la catégorie hôtel. Merci Nathalie. Je vais du coup autoriser le micro de Émilie et Yann. Bonjour. Bonjour. Alors, deux questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez par capacité d'accueil? Est-ce que c'est le nombre de lits, le nombre de personnes? Voilà, juste pour être certaine d'avoir bien la bonne quantité à définir. C'est la capacité d'accueil nocturne pour un hébergement. Voilà, et pour un restaurant, bah, ça va être le nombre de places assises. Oui, alors, je suis peut-être pas très claire, excusez-moi. Pas de souci, dites-moi. Nous, on a des gîtes, on a plusieurs chalets, plusieurs Oui. gîtes avec plusieurs chambres, des lits simples, des lits doubles. Est-ce Oui. que du coup, on peut accueillir ça, on a une vingtaine de lits et on peut accueillir 50 personnes. Donc là, c'est 20 ou c'est 50 du coup, en Ah bah, l'occurrence? un lit double, ça compte 2. Oui, donc c'est bien Voilà. le nombre, on compte bien le nombre de personnes, on est d'accord. Oui, c'est ça. Pour moi, la capacité d'accueil nocturne, c'est bien le nombre de personnes qui peuvent dormir. C'est pas Le le nombre nombre de de lits. personnes. Ouais, d'accord. Et l'autre question, parce qu'on ne sait pas trop dans quelle case se mettre, Dites-moi. pour nous, c'est des gîtes, mais on est classé parc résidentiel de loisirs, 3 étoiles auprès d'Atout France. Ok. Donc, je me demandais si c'était bien gîte ou est-ce que c'était à moitié village et centre de vacances. Enfin, je ne suis pas certaine de la catégorie, en fait, qui nous correspond. Oui, tout à fait. D'autant plus que les PRL aujourd'hui, nous, par défaut, ils sont classés dans les campings. Oui, ouais, voilà, souvent on les Ouais, classe dans les campings alors qu'on n'a pas ouais, du tout d'emplacement de nu. C'est des oui, chalets en dur, hein, enfin, comme des ouais, petites tout à maisons fait. finalement, Oui. et on ne sait pas du tout comment se classer là-dedans. Écoutez, envoyez-nous un email, pareil, vous mettez l'adresse de votre site web, vous expliquez un peu votre contexte, vous mettez votre cabis, on va les regarder et puis on va vous D'accord. répondre. On va vous dire Ouais. où est-ce que pour nous c'est le plus simple. OK? D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Nathalie, il y a deux questions. C'est la même question de deux personnes qui sont gérants d'un camping. Le restaurant est en gérance. Est-ce que nous sommes aussi évalués sur les critères du restaurant? Ah, ça, c'est une super question. C'est un très, très bon sujet. Il y a un certain nombre de critères. Enfin, déjà, c'est marqué dans les notices de critères. Donc, sur ces critères-là du restaurant, on vous dira celui-là, même si le restaurant est en gérance, vous êtes évalué. Typiquement, la présence d'un lac à graisse, parce que c'est une obligation légale. Voilà. Donc, il y a des sujets comme ça où même si le restaurant est en gérance, on va être très pointilleux. Le sens de l'histoire, c'est qu'à terme, de toute façon, gérance ou pas, tous les critères restauration s'appliqueront. Parce que, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours client.
Le client, quand il est dans votre établissement, il ne sait pas si c'est un gérant qui gère votre restaurant et si c'est vous qui gérez l'hébergement. Donc, le parcours client, pour nous, il doit être complet d'un point de vue clé verte. Donc, aujourd'hui, la plupart des critères restauration s'appliquent déjà, même si l'établissement est en gérance. Et à terme, très sincèrement, on sait qu'ils s'appliqueront tous. Donc, je pense que c'est important. Vous avez peut-être un gérant qui est fidèle et récurrent, ou je ne sais pas si vous faites un appel d'offres et ça change chaque année, mais je pense que c'est important de commencer à le sensibiliser très fortement, voilà, si c'est le cas pour votre établissement. Parfait. Et ensuite, eh bien, il me semble que c'est tout bon. Une petite dernière question de Cécile Evan et les emplacements nus pour la capacité d'accueil. Alors, pour les campings, en fait, on compte emplacement nu et emplacement avec mobil-home. C'est comme ça qu'on compte. Donc, vous pouvez nous dire, j'ai 52 emplacements nus et 27 mobil-home. Et c'est comme ça que vous calculerez la facturation pour un camping. Ok, peut-être que tu peux répondre à la dernière question Oui. de Ingrid Lair qui Mm. demande si est-ce qu'un fitness situé au sous-sol de l'hôtel doit aussi être intégré à la démarche clé verte. Alors, en soi, Clé Verte ne labellise pas un fitness, il labellise un établissement. Dans cet établissement, il y a différentes sortes de services qui sont présents. Donc, je ne sais pas sur quelle question, là, je pense aux critères Clé Verte, vous demandez si ça s'applique, mais par exemple, oui, si dans votre salle de fitness, il y a une douche, on a un critère sur le débit des douches qui est à 9 litres minute maximum, ça s'appliquera aussi pour la douche de votre fitness. Idem pour le WC de votre fitness, que ce soit un WC économe avec un double flux, par exemple. Donc oui, il y a un certain nombre de critères voilà, qui vont s'appliquer. Pareil sur la gestion des éclairages, enfin voilà, ça va s'appliquer. Il n'y a pas des parties de l'établissement qui sont exclues. Aujourd'hui, là où ça peut être différent, c'est par exemple, s'il y a un... J'essaie de trouver un exemple. S'il y a un hôtel avec un spa à côté, mais que le spa, c'est bien une entité juridique qui est différente de l'hôtel, là, oui, même si beaucoup de clients de l'hôtel vont dans le spa, on ne va pas aller auditer le spa. Voilà. Mais là, si c'est la salle de fitness de votre hôtel, effectivement, les critères gestion de l'eau, gestion de l'énergie, voilà, poubelle de tri vont s'appliquer. Ok, merci Nathalie. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question ou Allez, oui, on a allez. discuté jusqu'à 15h. Une dernière question. Il y a deux questions qui se ressemblent d'ailleurs l'une à la suite de l'autre. C'est de savoir si pour les campings, les logements saisonniers sont à comptabiliser dans la capacité d'accueil. Non, ce sont le logement de votre personnel. Ils ne sont pas dans la capacité d'accueil. C'est bien la capacité d'accueil touristique. Donc, pour la facturation, ça ne compte pas. En revanche, précisez-le nous quelque part dans un commentaire. Parce que si nous, on se rend compte en allant voir votre établissement sur le site Internet pour vérifier quelque chose que vous annoncez, je ne sais pas, 100 mobilos, mais que vous en avez déclaré 85, on va dire, bah, c'est bizarre. Voilà. Donc, laissez-nous l'info et il n'y a pas de souci. Après, vous ne le comptez pas dans la capacité d'accueil. Et je vois une main levée, on peut prendre une petite dernière et puis après on arrête. Allez, ça va. J'autorise le micro. Oui, bonjour Frédéric, la chambre d'hôte Le Temps Retrouvé à Sarlat en Dordogne. Je remarquais que vous avez en fait sur l'ensemble des établissements labellisés, il y a très peu de chambres d'hôtes. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Alors, j'ai envie de vous dire en proportion, si c'était il y a 5 ans, vous n'auriez pas trouvé que c'était très peu. C'est juste qu'en fait, depuis 5 ans, on a une explosion des hôtels qui a complètement changé la physionomie de notre palmarès. Mais sur les gîtes et chambres d'hôtes, je pense qu'effectivement, en général, le fait que vous soyez de petites structures fait qu'il y a moins de personnel pour gérer une démarche de labellisation. Mais finalement, c'est quand même un dossier à remplir. Donc, c'est assez lourd, en fait. C'est un peu fastidieux. C'est pour ça, souvent, que les gîtes et chambres d'hôtes hésitent à candidater. Que pour autant, ceux qu'on a en général, ce sont des établissements super, super engagés, enfin, voilà, avec lesquels notre équipe, en tout cas, a un vrai plaisir à travailler. Et je peux vous dire que ce matin, en jury de recours, on présentait aussi les potentiels coups de cœur. Voilà, ils étaient nombreux parmi les coups de cœur, parce qu'on sait que souvent, il y a de très belles actions dans ces établissements. Mais nous, on perçoit principalement, premier frein, le manque de temps, parce que des équipes plus petites. Et deuxième frein, même si nous, sur les frais de participation, on a fait en sorte vraiment d'être le plus bas possible, les frais d'audit peuvent être perçus quand même comme un frein à l'engagement, mais on n'a pas réussi par rapport au temps qui passent les auditeurs à les diminuer plus que ça. Donc, je pense que ce sont les raisons principales, en fait, du fait qu'on n'en a pas tant que ça. Pour autant, nous, on adore travailler avec elles. Voilà. Merci.
Je vous en prie. Écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous. Voilà, pour toutes vos questions aussi, c'est souvent un moment qui est important parce qu'en plus, vos questions apportent des réponses intéressantes pour tout le monde. Merci pour votre écoute. Et l'équipe est disponible hein, pour vous accompagner. N'hésitez pas donc à regarder les webinaires sur les critères, à vous inscrire au temps de questions-réponses. Ils sont faits pour vous. Voilà, et puis on espère vous retrouver comme candidat l'année prochaine ou l'année suivante. Voilà, si vous sentez que c'est plus facile d'étaler le travail sur 2 ans. Voilà, merci encore et très bonne journée à tout le monde. Voilà, donc juste comme a dit Nathalie, vous allez recevoir un mail d'inscription pour les webinaires questions-réponses si jamais on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, donc ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.